4 février 1912. Le jour se lève à peine. Entouré d'une petite foule de badauds, deux reporters commencent à filmer. Là-haut, au premier étage de la tour Eiffel, un homme pose le pied sur la rambarde. Il veut essayer son invention, un parachute. On l'a prévenu, il n'a aucune chance. Acte d'amour, geste fou, désespéré, il a un rêve et nul ne pourra l'arrêter. Sa mort est l'une des premières qu'ait saisi une caméra. Hanté par les images de cette chute, Étienne Kern mêle à l'histoire vraie de Franz Reichelt, tailleur pour dames venu de Bohême, le souvenir de ses propres disparus. Du Paris joyeux de la belle époque à celui d'aujourd'hui, entre foi dans le progrès et tentation du désastre, ce premier roman au charme puissant questionne la part d'espoir que chacun porte en soi et l'empreinte laissée par ceux qui se sont envolés. Les envolés d'Étienne Kern, paru chez Gallimard. Bonjour à tous et bienvenue, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous l'interview que j'ai réalisée avec Étienne Kern qui est l'auteur de ce bijou, ce livre magnifique que j'ai vraiment adoré et que je vous conseille absolument. Avec ce livre, Étienne Kern a obtenu le prix Goncourt du premier roman en mai 2022. Moi je l'ai vraiment aimé, c'est une des lectures qui m'a le plus marqué dernièrement, pour l'histoire qu'il raconte bien sûr, mais surtout pour son écriture, pour son style, pour sa prose poétique, délicate, intime, profonde, chuchotée, une prose de suggestion et une prose qui est clairement le reflet d'une grande sensibilité. Donc restez avec moi, ne ratez pas cette interview dans laquelle j'ai le plaisir d'échanger avec l'auteur de ce roman qui a été un énorme coup de cœur pour moi et je suis sûre qu'il pourra l'être pour vous aussi. Je ne vous en dis pas plus, mais comme toujours, je vous invite bien sûr à mettre un j'aime à cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Étienne Kern, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Bonjour Manuela. Je dois vous dire que je suis ravie, vraiment, et ce n'est pas une formule, de vous avoir pour cette interview sur ma chaîne parce que j'ai vraiment adoré votre livre. C'est un livre magnifique et un livre que je conseille à tout le monde, vraiment. Donc, pour commencer, je voudrais vous poser une question toute simple, voire banale, mais il me semble important de commencer par ça. Et puis, voilà, je sais que votre réponse sera tout sauf banale. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet homme qui est devenu le protagoniste de votre livre? Oui, alors il s'appelait Franz Reichelt. C'est un homme qui a réellement existé. Il était tailleur pour dames. Il est né dans l'actuelle République tchèque, mais à l'époque, c'est le royaume de Bohême à la fin du 19e siècle. Et il s'est installé à Paris au tout début du 20e siècle. Et cet homme, à partir de 1909 ou 1910, participe à un concours qui doit récompenser l'inventeur d'un parachute pour les aviateurs. Et donc cet homme qui n'a pas de compétences scientifiques, mais qui a des compétences en matière de tissu, puisqu'il est tailleur pour dames, pense pouvoir inventer un prototype qui pourrait concourir à ce concours donc. Et malheureusement pour lui, en 1912, lorsqu'il essaye son parachute lui-même, en sautant depuis la tour Eiffel, eh bien le parachute ne s'ouvre pas. Et ce qui est absolument extraordinaire avec cette histoire, c'est que la mort de Franz Reichelt a été filmée. On est en 1912, donc ce sont les premières années de l'histoire du cinéma et hem on a l'impression de plusieurs, moments ou plusieurs lieux de la modernité qui se rejoignent dans cette histoire. Parce que l'aviation est alors, toute jeune évidemment. Le cinéma n'a guère que quelques années. La tour Eiffel qui sert de décor à l'époque à peu près 20 ans. On est un peu dans l'histoire des premières fois. Et tout ça, donne, un aspect fascinant je crois à ce Franz Reichelt. Comment vous avez découvert l'histoire de cet homme et pourquoi il vous a autant fasciné? Alors, tout à l'heure, j'ai dit que la mort de Reichelt avait été filmée. Donc, on a un vieux film en noir et blanc qui a été diffusé à l'époque dans des salles de cinéma comme court-métrage d'information. Et ce film, on le trouve aujourd'hui très facilement encore sur internet. Beaucoup de gens l'ont vu. Parfois, il est repris dans des documentaires, par exemple, sur la Tour Eiffel ou sur la Belle Époque ou sur l'aviation. Et pour ma part, je le connaissais pas du tout jusqu'à ce qu'il y a, 6 ans maintenant, je tombe dessus, sans faire de mauvais jeu de mots, je tombe dessus, par hasard et je vois pour la première fois, les images de cet homme qui sort de la tour Eiffel. Et ça m'a fasciné, ça m'a passionné d'emblée parce que, ça peut pas laisser indifférent de voir mourir en direct sous nos yeux l'un des nôtres, d'autant plus quand c'est la tour Eiffel qui est le lieu où ça se passe parce que c'est un lieu qui est un peu magique, un peu mythique en soi. C'est un peu comme si on avait un Icare, des temps modernes dans un lieu qui est lui-même un lieu mythique.
Mais il y a aussi des raisons plus personnelles que j'évoque un petit peu, à la fin du livre, essentiellement liées à mon grand-père. Mon grand-père, que je n'ai pas connu, est mort un peu avant ma naissance, en tombant d'un balcon. Il était appuyé à une balustrade de balcon et la balustrade a cédé, sous son poids, il est tombé. Et ce scénario de la mort accidentelle en l'occurrence, mais de la mort provoquée par une chute, est très ancré dans ma conscience, dans mon histoire et ce scénario a été, en quelque sorte réactivé par ce film de 1912. Quand j'ai vu pour la première fois Franz Reichelt en 1912, j'ai eu l'impression de voir aussi tout simplement quelqu'un de beaucoup plus proche, quelqu'un qui ne serait pas en noir et blanc et en silence, quelqu'un qui serait, en couleur et proche de nous, à savoir mon grand-père. Mmh. D'où ce titre magnifique au pluriel, Les Envolées. Vous avez touché plusieurs, sujets, plusieurs, thèmes qu'on va un peu aborder et approfondir peut-être parce qu'il y a plusieurs choses intéressantes. Alors la première, ce titre donc, qui est magnifique et qui nous explique qu'il ne s'agit pas juste de l'histoire de Franz dans ce livre, mais que justement il y a d'autres éléments et notamment des éléments plus personnels, plus intimes, qui sont évoqués, dans ce livre. Alors je dirais que vous abordez l'élément autobiographique avec beaucoup de pudeur et avec beaucoup de délicatesse. Alors tout le livre se caractérise par beaucoup de délicatesse, par beaucoup de poésie. Mais voilà, cet élément-là en particulier, je dirais, comment vous avez, travaillé pour intégrer justement les 2 éléments, l'autobiographie et puis l'histoire, de Franz? Alors ici, il faut que je rende hommage à Charlotte von Essen, mon éditrice, parce que c'est elle qui m'a encouragé à ajouter ces passages plus personnels à la fin du livre. Dans la première version du texte, il y avait déjà 2 niveaux de chapitres dans l'ouvrage, avec les chapitres qui racontent l'histoire de Franz et des chapitres qui, donnent une place importante à la vidéo et aux photographies. Ces passages en italique dans l'ouvrage. Et dans la première version, je me contentais de décrire les images. Il y avait une subjectivité qui s'exprimait, une émotion qui passait à travers la description, mais le jeu était implicite, ne se montrait pas. Mais comme quand j'en parlais à Charlotte, mon éditrice, j'insistais sur les résonances, personnelles que cette histoire pouvait avoir en moi, eh bien Charlotte m'a encouragé à ajouter cet élément, au texte pour me tenir au plus près de l'émotion qu'inspirait, en moi, surtout cette vidéo. Donc c'est sur les conseils de mon éditrice que j'ai ouvert le livre à ces passages plus autobiographiques, comme vous dites. Hem, Après je peux pas vous dire comment ça s'est fait. Ça s'est fait difficilement, parce qu'il a fallu forcer une forme de pudeur. Vous avez employé le mot, tout à l'heure. C'est pas très facile, de parler de soi et c'est pas très facile de se dire que c'est, légitime de parler de soi. J'ai longtemps trouvé ça un petit peu incongru, un petit peu farfelu à un moment de parler de mon histoire, alors que le sujet c'était Franz. Mais en réalité, il m'a quand même semblé que les 2 autres personnes dont je parle dans le livre, parce qu'il y a mon grand-père, mais il y a aussi une amie que j'avais qui s'appelait Muriel, qui est décédée en sautant par la fenêtre de son appartement, par suicide. Il m'a semblé que ces 2 autres, personnes disaient aussi quelque chose de Franz Reichelt. Parce que, la mort de Reichelt est très mystérieuse. Elle peut être purement accidentelle, elle peut être une forme de suicide, Mmh. mise en scène de manière mégalomaniaque par Reichelt. Et comme mon grand-père est mort de manière accidentelle et que cette amie que j'avais a choisi d'en finir parce qu'elle était très malade, il y a une forme d'entre-deux, qui est dessinée par ces 2 histoires où, Reichelt peut se loger. Reichelt est un petit peu ce grand-père et un petit peu cette amie. Mmh mh mh. Vous disiez à l'instant que, c'est un personnage assez mystérieux d'une certaine manière, fascinant et mystérieux Heu, parce qu'encore aujourd'hui, dites-moi si je me trompe, même s'il y a des documents et cetera, mais on n'arrive toujours pas à savoir exactement, en effet ce que ça a été. Est-ce que c'était un choix, un suicide, un peu déguisé? Est-ce qu'il était vraiment convaincu de pouvoir, montrer, que son parachute marchait alors que tous les tests, n'étaient pas concluants? Ça reste un mystère, on ne sait pas vraiment. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est intéressant, c'est-à-dire que d'un côté, on a cette impression d'un personnage qui est un rêveur, qui croit, qui a un rêve, qui y croit, qui va jusqu'au bout, même,
on va dire au-delà de la logique, au-delà de plein de choses et on se demande si on ne traverse pas un peu la frontière vers ce qui pourrait être de la folie, du délire. Non, parce que alors qu'il a fait des tests et que les tests n'ont jamais marché, c'est un peu osé de sauter, de la tour Eiffel, on va dire. Donc, quelle est votre, interprétation ou qu'est-ce que vous avez pu, déduire des recherches que vous avez faites? Alors, mon sentiment personnel est que cet homme, n'était pas fou et qu'il croyait très sincèrement en ses chances de succès, mais qu'il se plaçait dans un plan en quelque sorte, métaphysique ou religieux. Je pense qu'il attendait sincèrement un miracle. Mmh. Effectivement, tous les tests qu'il a faits ont échoué. Il a d'abord lancé son parachute, sur des mannequins par la fenêtre de son appartement, puis il a déjà eu l'autorisation de lancer un mannequin depuis la tour Eiffel, puis il a ou un peu avant, il a montré son parachute à des savants et à chaque fois ça a échoué ou à chaque fois on lui a dit que ça ne pouvait pas marcher pour telle ou telle raison. Mais le temps que j'ai passé à lire des témoignages sur cet homme, parce qu'il y a beaucoup d'articles de journal qui ont été écrits en 1912, le temps que j'ai passé à lire ces textes m'ont vraiment donné l'impression que cet homme était, comment dire, quelqu'un de rationnel, qui était, petit patron. Je veux dire, il tenait sa boutique de tailleur pour dames et les témoignages disent qu'il était tout à fait, heu, normal, Mmh. mis à part cette aspiration, un peu folle, hem, au dépassement de soi et au progrès. Mais je crois qu'il attendait quelque chose de surnaturel, qu'il voulait montrer sa foi, dans cette expérience. Cela dit, ce sentiment personnel que j'ai, heu, n'appartient qu'à moi. Je veux dire, je ne le formule pas dans le livre. Il me semble important que le livre, pose des questions plutôt que d'essayer d'apporter des réponses et encore moins essayer d'apporter une réponse et j'ai essayé d'ouvrir des portes plutôt que d'asséner une vérité. Alors effectivement, on peut, dans le livre, lire, l'histoire de Rachel comme, comment dire? L'histoire d'un fou, de quelqu'un qui est tellement aveuglé par son rêve, qu'il va jusqu'à la mort. On peut y voir aussi, un accident malheureux, quelque chose qui aurait pu réussir. Et effectivement, à l'époque, des témoins ont expliqué, des gens qui s'y connaissaient en sciences, ont expliqué que si Rachel avait sauté d'un peu plus haut, peut-être que le parachute aurait eu le temps de se déployer et que les 57 mètres ne correspondaient pas à une hauteur, suffisante. 57 mètres, c'est la hauteur entre le le sol et le 1er étage de la tour Eiffel, la Mmh. première plateforme. Donc un accident malheureux. On peut y voir aussi, comme j'ai dit avant, un suicide, ce qui est tout à fait possible parce que, on sait par exemple que Rachel a écrit un testament la veille de sa mort, ce qui ne veut pas dire en soi, qu'il souhaitait mourir. Ça veut dire au moins qu'il avait la conscience du risque qu'il prenait. Mmh. Mais effectivement, ce testament ressemble beaucoup à une lettre d'adieu et c'est un texte qui est absolument poignant, d'abord parce que c'est le seul texte qu'on ait écrit de la main de Franz Reichelt, mais c'est aussi un texte qui nous apprend beaucoup de choses entre les lignes de cet homme. C'est un texte qui est écrit en français, mais en français extrêmement, maladroit. Reichelt parlait allemand, naturellement et et la syntaxe qu'il emploie, l'orthographe qu'il emploie sont en général, très maladroites ou très déformées et j'ai eu l'impression qu'il y avait une forme de marginalité chez cet homme dans le rapport à la langue qui vient en quelque sorte, préparer ou redoubler, je ne sais pas trop, la marginalité de son projet. C'est un homme qui n'arrive pas à se faire comprendre et il n'a pas réussi à faire comprendre ce qu'il a voulu faire avec ce parachute. Et ce qu'on voit aussi dans ce testament, c'est qu'il demande que l'argent qu'il a soit légué à une femme qui s'appelait Louise, qui était son employée dans sa boutique de tailleur pour dames et qui est devenue un personnage du bouquin après. Et je trouve ça très beau et très triste en même temps d'imaginer cet homme tellement, généreux et tellement seul que la personne à qui il pense pour, héritière est son employé. C'est-à-dire qu'il est seul, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagne, il n'a pas de femme, il n'a pas de très proches parents, à l'exception d'une sœur avec qui il ne s'entend pas, puisque le testament dit qu'il ne veut pas que sa sœur ait quelque chose. Il n'y a que Louise, la seule femme qui compte pour lui et c'est son employé. Et à mesure que le testament avance, ça devient presque une lettre à cette, femme qui s'appelait Louise donc. Rachel écrit quelque chose comme, «Excusez la douleur que je pourrais causer» et il écrit: «En vous embrassant bien sincèrement» et il écrit même ça 2 fois. Il écrit ça sur le recto de la feuille, puis sur le verso de la feuille: «En vous embrassant bien sincèrement» et
encore aujourd'hui, alors que ça fait des années que je vis avec ce bonhomme, encore aujourd'hui, je suis bouleversé par ces Mmh. quelques mots, en vous embrassant bien sincèrement, cette espèce de tendresse, de candeur qu'on sent chez cet homme qui, alors qu'il écrit son testament, écrit presque des mots d'amour à quelqu'un. C'est c'est bouleversant et ça m'a mis sur la voie de ce personnage tel que je l'imagine, à savoir comme un doux rêveur, un peu inadapté à la vie sociale, Mmh. heu, un perdant mais quelqu'un, dont l'échec même est porteur de sens parce il dit la dignité et la grandeur de ceux qui vont, jusqu'au bout d'un projet, même si ce projet les conduit à l'échec. Ouais, c'est magnifique. Hem, Dans votre livre, on est en 1912 et donc il n'y a pas que Franz qui est, au bord du gouffre, disons, et Oui. c'est un sujet que vous évoquez aussi dans le livre, non? C'est avec beaucoup de poésie d'ailleurs, la 1re guerre mondiale, ne va pas tarder, vous voulez peut-être, dire quelque chose sur, cet élément Hem, historique, cette oui. association, voilà, d'idées? Mmh. Oui, effectivement, on est à la Belle Époque qui s'arrête brutalement avec la Première Guerre mondiale, 2 ans plus tard et c'est une question que je me suis souvent posée, même si, personne ne pourrait y répondre. Sur ce film en noir et blanc dont j'ai parlé, on voit peut-être une quinzaine ou une vingtaine de personnes et on ne connaît pas leur nom, sauf Franz et les 2 personnes ou une des 2 personnes qui sont derrière lui au moment où il est filmé. On ne connaît pas leur nom donc, mais on peut se demander combien d'entre eux ont survécu à la Première Guerre mondiale qui est arrivée juste après. Et effectivement, Reichelt est penché au-dessus du gouffre, lorsqu'il s'apprête à sauter, mais c'est toute sa génération, toute son époque qui est au bord d'un gouffre qu'elle ne peut pas voir venir, qui est celle de la guerre, celle d'une mort, brutale, heu, qui leur tombe dessus en quelque sorte et et ça fait de Reichelt un peu plus qu'un individu. C'est en fait en quelque sorte le symbole, d'une chute qui sera celle de toute une civilisation. Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser au sujet de l'image qu'on a un peu abordé tout à l'heure. Je vous ai entendu dans une interview, parler de Roland Barthes et je trouve, très, intéressant cette, réflexion justement sur ce que l'image représente. Vous dites, «Il est mort et il va mourir». C'est-à-dire au moment où nous regardons aujourd'hui cette vidéo, nous savons qu'il est mort, mais dans la vidéo même, il va mourir. Donc il y a cette, double lecture qui peut être philosophiquement quelque part, je veux dire, aussi une description de la condition humaine plus en général, non? C'est ce que je vous ai entendu dire. Je ne veux pas m'approprier cette belle réflexion qui n'est pas la mienne, c'est la vôtre, mais j'ai trouvé ça, magnifique et complètement emblématique, si l'on veut, de l'histoire que vous racontez dans ce livre et de ce personnage. Oui, alors je précise que «Il est mort et il va mourir» est une citation de Barthes Mmh. lui-même. Effectivement, je la reprends en la déformant dans le livre. C'est une phrase de Barthes dans La chambre claire, qui est son essai sur la photographie et qui décrit la situation d'un homme qui est condamné à mort et qui est photographié juste avant, d'être exécuté. C'est un personnage de l'histoire américaine, un jeune homme qui, tente en 1865, je crois, ou 64, d'assassiner un secrétaire d'État américain et qui, échoue, mais qui est capturé, puis qui se retrouve à être pendu. Et il a été photographié par le photographe officiel de Lincoln juste avant son exécution et on le voit dans sa cellule avec des menottes aux mains. Et Barthes reproduit et commente cette photographie en disant qu'elle le touche, à 2 niveaux. Elle le touche parce qu'elle est intéressante historiquement, culturellement, mais plus profondément, et c'est ce qu'il appellera le punctum, c'est-à-dire une sorte de bouleversement affectif, ce qui nous donne des coups de poing en quelque sorte, ça vient d'un mot latin. Le punctum de la photographie, dit Barthes, c'est le fait qu'il ait été photographié juste avant sa mort. On voit aux vêtements et à la qualité de la photographie qu'elle est très ancienne, on voit qu'il est mort depuis longtemps, mais pour lui, la mort est encore un futur. Il Mmh. est mort et il va mourir, sa mort se dit toujours au futur. Et cette photographie m'accompagnait dans l'écriture des Envolées parce que c'est la situation précise de Reichelt sur toutes les images qu'on a de lui juste avant le saut des photographies et ce film en noir et blanc dont on a déjà parlé. Et comme vous l'avez dit, Manuela, effectivement, si ces photos nous touchent autant, c'est qu'elle résume en quelque sorte une situation, qui est universelle. C'est que toute personne qu'on voit sur une photographie
est appelé à mourir un jour, et nous ramène à notre propre situation de mortel. Je voulais vous demander comment vous avez, mélangé le côté, historique, vérité historique et le côté fictionnel. Est-ce que, tout ce qu'on lit dans votre livre est vrai? Il faut se méfier, non, non, tout n'est pas vrai dans le livre. Ce qui correspond à des dates et des lieux, correspond à la vérité historique. Le personnage d'Antonio Fernandez, qui est tailleur pour dames et aviateur, est aussi un personnage historique, mais la fiction commence à partir du moment où j'imagine que Reichelt et Fernandez se sont connus et ont été amis. Parce qu'en réalité, on ne le sait pas. Ah, Fernandez était tailleur pour dames au même endroit, que Reichelt au même moment. À 300 mètres près, dans 2 rues de Paris, ils ont exercé le même métier vers 1900. Et cet homme est devenu après aviateur et a trouvé la mort dans un crash en 1909. Et dans le livre, j'imagine que si Rachel se lance dans son projet de parachute, c'est parce que le parachute, symboliquement pour lui, est le cadeau qui aurait pu sauver la vie de son ami. C'est une sorte d'offrande posthume. Mais là, c'est ou une hypothèse audacieuse ou une liberté du romancier qui fait de la fiction. En tout cas, c'est pas du tout attesté. C'est pas invraisemblable, mais c'est pas attesté. Et donc, ce qui découle de ce postulat entre de plus en plus dans la fiction. Par exemple, quand à la suite de cette histoire dans le livre, Reichelt rencontre la veuve de Fernandez, on est clairement dans la fiction, même mmh. si cette veuve a existé, et même si à un moment je reproduis un article de journal qui est un article de journal absolument authentique, où on annonce la mort de Fernandez en disant que son épouse est actuellement à l'hôpital parce qu'elle vient d'accoucher d'un enfant et qu'on lui a caché ce qui est arrivé à son mari. Et ça aussi, j'ai trouvé ça poignant d'imaginer l'horreur de cette situation. Et en même temps, cet article de journal m'a offert en quelque sorte un personnage virtuel pour cette histoire qui devient le grand amour de Franz Reichelt dans Les Envolés. Est-ce que vous pensez que, l'écriture peut être une manière de redonner la vie, à ceux qui ne sont plus là? D'une certaine manière, hein, bien évidemment. Mmh. Oui, parce qu'évidemment, ce n'est qu'une illusion, mais je crois effectivement que c'est une illusion féconde, une illusion nécessaire pour réussir à écrire. Il y a quelque part effectivement ce rêve un peu fou euh, de sauver quelque chose ou de sauver quelqu'un, ou pour filer la métaphore du tissu qu'on a avec le parachute ou du tailleur pour dames, le rêve de coudre ou de recoudre quelque chose qui a été cassé, qui a été brisé ou déchiré, qui a été déchiré plutôt. Mais je ne suis pas suffisamment mystique pour considérer que l'œuvre littéraire a réellement ce pouvoir. Alors, vous êtes professeur aussi, en plus d'être écrivain. Je voulais vous demander si, le fait d'être écrivain a une influence sur votre manière d'enseigner? Je ne sais pas. Alors, avant ce roman, j'ai écrit plusieurs livres qui étaient des Oui. essais, qui prolongeaient en quelque sorte l'activité pédagogique. Donc il y avait une forme de continuité. Et c'est vrai que le passage au roman euh, éloigne, euh, m'éloigne de la salle de classe. Et en même temps, j'aime bien cette idée de continuité. Parce que ce soit dans un cours ou dans un roman comme Les Envolés, il s'agit d'abord d'essayer de transmettre quelque chose, d'autant plus que Les Envolés est un sujet historique. Je veux dire, évidemment, je ne fais pas un cours sur Franz Reichelt, je n'écris pas un essai sur Franz Reichelt, mais j'ai malgré tout à cœur de porter à la connaissance de certaines personnes l'existence de cet homme, comme le ferait un enseignant. Euh, et je crois que aussi bien dans l'enseignement que dans l'écriture, il y a un rapport au désir qui est très important. Ou plutôt au projet de susciter le désir. Susciter Mmh. le désir pour la matière qu'on enseigne, pour l'objet qu'on présente. L'enseignant cherche à rendre désirables les objets qu'il présente. Telle œuvre dont on parle, les années d'Annie Ernaux par exemple, on va essayer de tout faire pour créer chez nos élèves le désir de la lire et de la relire. Mais le romancier fait un peu pareil. Il y a un désir, plutôt, il y a un désir de créer le désir en quelque sorte, euh, de cheminer un peu avec un personnage ou des personnages
qu'il soit historique ou qu'il soit absolument fictif. Comment ils ont réagi, vos élèves, à la publication de ce livre, au succès d'ailleurs que vous avez, connu et que vous connaissez avec ce livre? Heu, avec un peu d'amusement, je crois, mais aussi avec, beaucoup de générosité et c'est l'une des joies de ma vie de à la fois, auteur et enseignant, de pouvoir parler aussi un petit peu de ce livre parfois avec mes élèves ou plus souvent mes anciens élèves, quand l'occasion s'en présente. Vous le disiez à l'instant, en fait, Les Envolées est votre premier roman, mais ce n'est absolument pas votre premier livre. Vous avez écrit des essais, avant. Est-ce que vous voulez, nous parler un petit peu de vos essais, de vos livres, précédents? Oui, alors la première chose la plus importante, c'est que pour l'essentiel, je les ai coécrits avec Anne, mon épouse, Anne Bockel, et le premier s'appelait Une histoire des haines d'écrivains. C'est paru, en 2009, on avait 25 ans tous les 2 Mmh. et déjà enseignants, on a eu l'occasion de prolonger comme ça cette expérience et on a eu cette idée de raconter la vie littéraire sous l'angle des rivalités, des jalousies entre écrivains. Puis après, on a écrit un bouquin sur les parents d'écrivains, le regard que les parents portent sur l'activité littéraire et après il y a une anecdote, notamment un livre sur les amitiés d'écrivains qui nuance un petit peu le tableau un petit peu noir proposé par les haines d'écrivains. Mais dans tous les cas, ce qui nous intéressait, c'était, déjà de transmettre un savoir, très souvent anecdotique. L'anecdote est un levier qui crée justement ce désir d'en savoir plus, mais aussi un souci de saisir les écrivains dans une relation entre eux. Parce que ça dit beaucoup de choses, heu, pas l'écrivain comme un bloc isolé, mais l'écrivain comme quelqu'un qui interagit avec les autres et dont l'œuvre se nourrit et se construit d'un dialogue, avec les autres auteurs. Savoir par exemple que Tolstoï et Tourguenieff, se sont battus en duel et qu'un jour on les a surpris à faire de la balançoire ensemble lorsqu'ils se sont réconciliés. Savoir que Flaubert a séjourné plusieurs fois chez George Sand dans son château de Nohant, et par exemple qu'ils se sont relevés en pleine nuit pour aller manger du poulet froid à la cuisine. Enfin, ça donne un ça donne une saveur à l'histoire littéraire à laquelle on est très attachés, Anne et moi. Étienne, merci beaucoup, vraiment. J'étais, ravie de pouvoir, parler avec vous de ce livre que je conseille encore une fois vraiment à tout le monde. Je vais le montrer. Voilà, je ne sais pas si ça se voit. Oui, Les Envolées, voilà, Étienne Kern, un bijou vraiment. Donc, je vous remercie beaucoup pour, votre disponibilité, aujourd'hui et je vous remercie beaucoup pour ce livre qui est magnifique. Merci beaucoup Manuela. Merci, à très bientôt.